Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Greniers des Savoirs. Nous recevons aujourd'hui le professeur émérite Nour Hassan. Bonjour professeur. Bonjour, Bonjour professeur. Vous allez bien? Merci, ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Professeur, vous êtes professeur émérite et enseignant-chercheur au département d'anatomie et cytologie pathologique à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours, professeur? Disons que j'ai fréquenté le lycée national. Avant, c'était le lycée national. Jusqu'à... Je n'ai pas exactement la date, mais je sais que j'ai eu le baccalauréat en 1975. 1975, c'est le bac D. Et je me suis inscrit en faculté de médecine. Et j'avais bénéficié d'une bourse qu'on appelait la bourse inter-africaine. Avec cette bourse, tu as l'occasion d'aller à l'étranger pour étudier. Là, j'ai choisi d'aller à Libreville. Donc, c'est à Libreville que j'ai commencé mes études médicales. J'ai commencé les études médicales jusqu'à 1976. Et quand la faculté de médecine de Niamey a ouvert ses portes, je suis rentré à ma 3e année, ou je ne sais plus, 4e année, pour continuer donc mes études médicales que j'ai terminées ici au Niger avec une soutenance de thèse de doctorat en médecine en 1982. Donc voilà un peu mon parcours primaire. Bon, j'ai fait l'école primaire de Karma jusqu'à l'obtention de l'entrée en 6e. J'ai poursuivi au niveau du lycée national, puis au niveau universitaire Libreville, puis j'ai terminé mes études médicales avec l'obtention du doctorat en médecine à Niamey en 1982. Et de là, j'ai été affecté à Agadez comme médecin généraliste. Et vous avez été recruté à l'université Abdou Moumouni de Niamey en quelle année? Bon, mon recrutement au niveau de l'université de Niamey avant, et l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est après ma spécialisation en anatomie et cytologie pathologique que j'ai effectuée à Marseille. À Marseille en 1983. J'étais à Marseille et j'ai obtenu mon diplôme de spécialiste en anatomie pathologique en 1990 plutôt. 1990, 92 comme ça. Et j'ai été en fait recruté à l'université Abdou Moumouni en 1992. 1992, c'est une bonne mémoire, hein, parce que ça fait quand même... Merci, professeur. Et donc, vous êtes spécialiste des questions pathologiques, tout ce qui concerne le dépistage du cancer. Oui, en fait, ma spécialité, c'est donc, il y a l'enseignement bien sûr de l'anatomie pathologique. Donc, d'une manière générale, l'anatomie pathologique, c'est le diagnostic, c'est le diagnostic des laboratoires des pathologies, des maladies, et entre autres la pathologie cancéreuse. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus à la pathologie cancéreuse. Mais sinon, d'une manière générale, l'anatomie pathologique, c'est vraiment le diagnostic des lésions, de toutes les lésions, les lésions infectieuses, les lésions dystrophiques, les lésions cancéreuses, les malformations. Donc moi, je m'intéresse surtout, indépendamment des lésions infectieuses, je m'intéresse un peu plus à la cancérologie. Ce qui fait que j'ai élaboré beaucoup de projets dans le cadre de la prévention du cancer, et surtout du cancer du col de l'utérus, qui est un cancer
très fréquent chez les femmes. Bien sûr, le cancer du col de l'utérus. Il y a quelque temps, c'était le premier cancer féminin qui apparaît chez la femme. Donc je me suis vraiment intéressé au dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci. Et vous êtes spécialiste de l'anatomie que vous enseignez également du Niger et en Afrique? Oui. Effectivement, donc avec mon diplôme de spécialiste en anatomie pathologique, donc j'enseigne l'anatomie pathologique à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 3e année, ce qu'on appelle l'anatomie pathologique générale, c'est-à-dire d'une vue globale les lésions et l'anatomie, ça c'est en 3e année. Ensuite, l'anatomie pathologique que nous appelons spéciale, c'est par organe, le poumon, le foie, les digestifs, etc. Donc c'est ça l'anatomie pathologique spéciale. Donc j'enseigne l'anatomie pathologique donc à la faculté de sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni. J'entreprends également des missions d'enseignement lorsque les facultés des universités publiques du Niger telles que Zender et Maradi, quand ils ont ouvert leur faculté en 3e année, j'ai été sollicité pour donner des cours en anatomie pathologique. Également des missions à l'étranger. Je peux citer entre autres Libreville. J'ai été enseigné à Libreville. Au Gabon. Au Gabon, à Libreville au Gabon. À N'Djamena au Tchad. À Abéché au Tchad. À Parakou au Bénin. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez été chef de département d'anatomie à la faculté des sciences de la santé. Vous avez été chef de département en 1995 et ensuite doyen de 1998 à 2005 de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Oui, donc après mon recrutement à la faculté de médecine, donc j'ai travaillé un an avec le coopérant. Il n'y avait pas de Nigériens. Et quand je suis venu, j'ai travaillé un an avec lui, avec le coopérant. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du laboratoire du service, du laboratoire d'anatomie pathologique, qui est dans le département des sciences fondamentales et mixtes. Et j'ai été également élu chef de département des sciences fondamentales. Donc les sciences fondamentales qui englobent l'anatomie pathologique, la physiologie, l'histologie, embryologie, donc voilà, donc les spécialités qui composent le département. Donc j'ai été chef de département. Ensuite, j'ai été élu doyen de la faculté des sciences de la santé et j'ai fait 2 mandats consécutifs. Merci beaucoup. Et vous avez également, sur le plan de la recherche scientifique, vous avez mené plusieurs travaux de recherche dans votre domaine de compétences. Quels sont les principaux résultats auxquels vous êtes parvenus? Voilà. Donc, pour ce qui est de la recherche médicale, je me suis essentiellement intéressé à la cancérologie, comme je vous ai dit, surtout le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, j'ai fait beaucoup de projets de recherche que j'ai soumis pour financement à divers organismes tels que l'OMS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, l'OAS, le FINIAP, l'UNFPAI, et également à l'UMOA et même à l'Université
puisqu'il y a le conseil scientifique, on élabore des projets, on les soumet. Donc j'ai été financé par plusieurs de ces organismes pour mener des séances de dépistage, des campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire pour prévenir vraiment le cancer du col de l'utérus. Parce que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui, dépisté, disons détecté très tôt, c'est un des cancers qui est à 100% guérissable s'il est dépisté à temps. Donc, dans la cancérologie, on a vu, on s'est rendu compte que le cancer du col de l'utérus constitue un problème de santé publique au Niger en particulier et pratiquement dans tous les pays en voie de développement. Donc ce constat nous a permis de nous focaliser vraiment sur le dépistage, sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Et c'est pour ça qu'on a soumis des projets. Et les financements nous ont permis de parcourir pratiquement tout le territoire nigérien. À commencer par Arlit. On descend, on va à Agadez, on va à Tawa, ensuite on va à Maradi, Zender, Difa, on revient à Niamey. Niamey d'ailleurs, on a mis en place un centre de dépistage permanent avec le professeur Madi Nayama, avec qui d'ailleurs au début de ses études on a suivi un stage au niveau de Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer, justement qui a initié ces projets de recherche de dépistage du cancer. Donc le professeur Madi et moi, nous avons suivi ce stage. C'est à notre retour qu'on a mis en place ce centre de dépistage du cancer du col de l'utérus à Niamey et qui continue présentement à faire les dépistages du cancer du col à Niamey. Ensuite, on a fait la région de Tillabéri, on a fait Terra, on a fait Tillabéri ville, etc. Donc pratiquement on a couvert, je dirais, tous les chefs-lieux, en tout cas tous les chefs-lieux des régions et des chefs-lieux des départements des régions pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Voilà. Vous avez demandé les résultats auxquels nous avons abouti. Bien sûr, ces projets de recherche ont d'abord permis à l'élaboration de plusieurs thèses de doctorat en médecine. Ça a permis de prendre en charge des femmes chez qui on a dépisté soit des lésions précancéreuses, c'est-à-dire c'est des lésions qui font, comme on le dit, qui font le lit. Ils préparent déjà le lit pour, si je peux parler terre à terre, préparer le lit pour l'arrivée du cancer. Donc c'est ça les lésions précancéreuses. Quand on les dépiste, on les traite et vraiment la femme est vraiment guérie. On a également eu à dépister des cancers qui sont anatomiquement, on voit c'est des cancers, mais qui sont encore au niveau du col. On les a traités, ces femmes sont guéries 100%. Donc voilà en quelque sorte, de manière générale, les résultats auxquels nous sommes parvenus. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et donc là, si on prend le Niger, cette maladie, la fréquence, le nombre, ça augmente ou ça diminue? Voilà, ça c'est une des bonnes questions. Au début, avant qu'on ne commence ce dépistage, moi j'ai fait un article. Ça fait, vous m'excusez vraiment, j'ai oublié la date. J'ai fait un article intitulé « Fréquence relative du cancer au Niger », c'est-à-dire l'ensemble du cancer au Niger. Et
quand on a fait, c'est des recherches rétrospectives, prospectives. Et quand on a fait la collecte des données, quand on a publié, collecté, tout ça, analysé, on s'est rendu compte que le cancer du col, chez la femme, je veux dire, le cancer du col arrive en première position devant le cancer du sein. Parce que dans cette première étude que nous avons eu à faire, voilà. Après, on a mis en place un registre des cancers en 1992 qui permettait de faire la collecte des données de tous les cas de cancer. Au fur et à mesure qu'on analysait les données, on s'est rendu compte que le cancer du col de l'utérus diminuait et le cancer du sein arrivait dans nos analyses, arrivait en première position devant le cancer du col de l'utérus. Là, on s'est posé, c'est vrai, on n'a pas fait une étude pour voir exactement, mais on a pensé quand même, il y a le bénéfice du dépistage du cancer du col qui a permis de stopper la survenue des cancers incurables. Et on s'est rendu compte dans cette période aussi, le Niger s'est doté de matériel de dépistage et d'examen du sein. Les mammographies, si vous vous rappelez, les mammographies qui ont été placées dans plusieurs centres de santé. Donc on s'est dit que en fait, le cancer du sein était peut-être sous-estimé en raison de l'examen qu'on ne fait pas fréquemment. Il y a un manque de mammographie, parce qu'avec la mammographie, on peut tout de suite voir s'il y a un début de cancer au niveau du sein. Donc, le cancer du sein était diagnostiqué à un stade où vraiment c'était trop tard. Donc, on s'est dit que voilà, mais nous pensons surtout que c'est grâce au dépistage qui a réduit de façon, disons, significative la fréquence, l'incidence du cancer du col de l'utérus, qui a fait que donc, le cancer du sein, dans nos analyses, arrivait en première position. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Par rapport au dépistage du cancer, vous êtes également le responsable du registre de cancer du Niger depuis 1992. Voilà. Merci. Donc, on a mis, disons, nous avons mis en place ce registre en 1992, toujours sur l'initiative du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, au Cirque. Et là aussi, on a fait des stages. Donc, on a mis, après le stage, on est venu pour mettre en place ce système d'enregistrement du cancer. Il y a des experts du Cirque qui sont venus voir le terrain. On a travaillé ensemble. Donc après ça, on a mis en place le registre du cancer. Au début, le registre est enregistré de façon active, c'est-à-dire le technicien qui fait la collecte des données des cas de cancer et qui les enregistre sur l'ordinateur, il passe de service en service, les services hospitaliers de Niamey. Donc c'est ça qu'on appelle la collecte active. Mais on recevait également des cas qui viennent de Zender, des cas qui viennent d'Arlit, les hôpitaux d'Arlit, de Maradi. Également, elles aussi, on les enregistrait. Donc c'est ça que nous appelons la collecte passive. Donc, c'est donc depuis 1992. Donc chaque année, on fait les rapports, on envoie au Cirque. Il y a eu, après la création des réseaux africains des registres des cancers, donc on fait les rapports, on les envoie. Nos données sont régulièrement publiées dans un livre que le Cirque a édité. Ça s'appelle Cancer in Africa. Il y a nos registres de tous les registres africains
Les données de tous les registres africains, maghrébins sont publiées dans ce registre, dans ce manuel, et notre registre figure en bonne place. Merci beaucoup. Et donc, il y a souvent des campagnes nationales de dépistage de masse du cancer. Ça continue toujours, ces campagnes? Bon, au début, quand on a mis le programme, c'était, comme je disais au début, c'était vraiment une étude qu'on appelle étude multicentrique qui regroupait beaucoup de pays. Donc je peux citer, il y a le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire. Donc on était vraiment des pays ouest-africains, on était nombreux avec le Congo-Brazza. Donc on avait fait le stage là. C'était une initiative en fait de l'OMS. Et ce dépistage, la méthode de ce dépistage, c'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle après application de l'acide acétique, 5% et de soluté de Lugol. Et ça, c'est une technique, une méthode qui est moins chère. Hein? La sensibilité est acceptable, la spécificité également. C'était une initiative de l'OMS, je disais, pour que ça soit une alternative au frottis conventionnel que les gens connaissent plutôt. Pourquoi alternative? Parce que le frottis conventionnel qui a permis dans les pays occidentaux de réduire de façon significative l'incidence du cancer du col, ce frottis est très coûteux pour nos pays à faibles ressources. C'est pour ça que l'OMS a pensé à cette alternative de dépistage par inspection visuelle, IVA, application d'acide acétique et de Lugol, où la sensibilité avec le frottis est à peu près la même chose. Et ça coûte moins cher. Et surtout, cette technique peut se faire en campagne de masse, contrairement au frottis, où ça demande beaucoup de technicité. D'abord, il faut un technicien, un médecin qui doit lire les lames. Il faut des lames. Il faut vraiment quelqu'un qui est bien exercé pour faire ça. C'est pour ça que le frottis, c'est très difficile de mener ça en campagne de masse. Alors que cette technique, on peut la faire en masse. C'est pour ça que vraiment, dès qu'on est rentré, on a commencé à aller à l'intérieur du pays. Il suffit d'avoir dans un centre, même un centre de santé, une case de santé, on peut faire. Il suffit d'avoir table de gynécologie ou bien table d'examen que tous les centres possèdent. Il suffit d'avoir une lampe gynécologique ou bien même une lampe torche, un spéculum et le produit là, l'acide acétique et le Lugol que vous badigeonnez sur du coton, vous regardez. S'il y a la lésion, ça prend une couleur qu'on connaît. S'il n'y a pas la lésion, on connaît aussi la couleur que ça prend. Ensuite, on contrôle avec le Lugol. Ça peut prendre aussi la coloration. S'il y a la lésion, on voit. S'il n'y a pas la lésion aussi, on voit. C'est très simple. Donc ça permet vraiment pour les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources de faire cette technique. Et puis vraiment, ça marche très bien et ça donne de très bons résultats. Voilà. Et donc le Niger a une expérience en matière de dépistage du cancer. Voilà, vraiment, sans être trop, comment dirais-je, trop satisfaisant, je peux dire que parmi les pays qui ont suivi cette étude, on peut dire que le Niger se classe parmi les premiers en matière de dépistage. Le Niger a une grande expérience en matière de dépistage. Je suis même sur le projet d'un livre
sur ce dépistage où je vais parler de l'expérience du Niger. L'expérience du Niger a été rapportée un peu partout. J'ai fait une conférence à Marseille en 2021 où j'ai présenté l'expérience du Niger qui a vraiment beaucoup intéressé les participants. Donc je crois que je t'en avais parlé, que vraiment ma conférence, il y a je crois, un éditeur, c'est une dame, qui m'avait envoyé un mail. Il m'a dit que vraiment les gens s'intéressent beaucoup à l'expérience du Niger en matière de ce dépistage. Et il m'a dit, mais pourquoi, monsieur Nouhou, vous ne faites pas un livre? Moi, je suis prêt à publier, à éditer votre livre gratuitement. Voilà. Donc le Niger, en matière, le professeur Madi peut le confirmer, a vraiment une grande expérience. Il en est de même le maître de conférence agrégé, docteur Idi Nafiou, et docteur Garba, qui est actuellement le directeur de l'hôpital Poudrière. Donc c'est avec cette équipe que nous avons mené cette expérience. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et là, en termes de cause, en termes de prévention, si on peut éviter pour ne pas... Voilà, donc vous avez touché le mot pour éviter. En fait, d'une manière générale, les causes des cancers, il y a très peu de cancers où on connaît véritablement la cause. Par contre, on connaît des facteurs favorisants. Je prends l'exemple du cancer du poumon, dont tout le monde sait que la fumée, quand on fume, on est un sujet à risque, on dit. Mais il n'est pas dit qu'obligatoirement, parce que vous fumez, vous avez le cancer. Ou c'est parce que vous ne fumez pas, vous ne pouvez pas avoir le cancer du poumon. Voilà. Donc, pour revenir au cancer du col, il y a des virus qui sont maintenant identifiés pour induire des lésions au niveau du col qui vont évoluer vers la survenue de cancer. On les appelle les HPV, Human Papilloma Virus. Ces virus, il y a plusieurs types. Il y a même une cinquantaine de types, même une soixantaine. Et parmi ces types, il y en a qui sont identifiés pour être la cause de survenue du cancer du col, de l'utérus. Il y a des types qui sont identifiés parce qu'il y a eu beaucoup d'études. On a vu que quand on fait l'examen d'un cancer du col, on trouve le plus souvent les traces de ce virus, de ces types de virus. Voilà. Donc, on a conclu que c'était maintenant reconnu que c'est les types de virus-là, il y a le 16, je crois, qui sont à la base de survenue du cancer du col de l'utérus. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement ces virus. Il y a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisants, justement, qui, quand on les connaît, on peut éviter. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire la sensibilisation des femmes à ne pas faire ceci, à avoir une bonne hygiène génitale. Voilà. Par exemple, on a parlé dans les facteurs favorisants, on a parlé du mariage précoce. Parce que le col de la femme, elle est très jeune. La muqueuse, c'est-à-dire là où le cancer se développe, n'est pas trop mature, n'est pas très mûr pour parler terre à terre. C'est un qui est fragile. Alors, donc le mariage précoce, d'abord ça expose à l'infection. Il y a, ça c'est le mariage précoce. Il y a aussi la mauvaise hygiène génitale. Il y a également la multiplication des partenaires sexuels. Quand je dis partenaire sexuel, il ne faut pas accuser seulement la femme. Le plus souvent, les hommes aussi. Une femme, quand elle a un mari,
qui, qui a des rapports multiples. Mais il peut prendre des infections et il peut venir contaminer sa femme. Donc les infections génitales aussi sont sous la base. Il y a ce que le virus simplex aussi. Donc ces infections qui sont transmises à la femme sont considérées comme des facteurs favorisants. Voilà. Donc, disons, d'une manière générale, la cause d'un cancer, ce n'est pas toutes les causes qui sont véritablement connues. Ça, vraiment, ça donne le cancer. Mais on dit c'est un facteur qui favorise le développement, la survenue d'un cancer. Mais en ce qui concerne le cancer du col, on connaît quand même ces types de virus, de HPV que j'ai nommé, certains types qui sont à la base de survenue une fois que le col est infecté. Donc, il y a l'infection qui va progresser, que nous appelons en lésion dysplasique de bas grade, de grade intermédiaire, de haut grade, et qui va aboutir à la survenue d'un cancer invasif. Donc, dès que la femme est en contact de ce virus, et le virus est reconnu comme une maladie sexuellement transmissible, un virus qu'on peut transmettre par la voie sexuelle. Ok, merci beaucoup, professeur. Vous êtes également membre de plusieurs sociétés savantes et organes scientifiques au Niger, en Afrique et dans le monde. Oui, donc je suis membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres, disons, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Académie internationale de pathologie. Et il y a la division d'Afrique francophone, où actuellement je suis membre. J'ai été même président de cette division d'Afrique francophone de pathologie. Et j'ai eu même à organiser le congrès de cette division ici à Niamey. Je suis membre de plusieurs sociétés de pathologie ou bien de revues scientifiques. Entre autres, on peut citer la revue de pathologie d'Ovendo. Ovendo, c'est à Libreville. Voilà. Merci beaucoup. Et également, vous participez à la préparation des concours au niveau du CAMES. Vous êtes membre également aussi au niveau du CAMES, le jury des concours. Ouais. Bien. Donc, ici, c'est peut-être pour parler de la carrière d'enseignant d'universitaire. Donc, quand tout à l'heure, vous avez posé la question quand j'ai été recruté. Donc, après le recrutement, bien sûr, j'ai gravi, disons, j'ai été recruté assistant, ensuite maître assistant. Ensuite, j'ai fait le concours d'agrégation du CAMES. C'était en 2000. Je me rappelle bien, en 2000 à Yaoundé, le concours d'agrégation. Entre parenthèses, quand je faisais ma spécialisation, quand j'ai fini, mon patron de Marseille m'a dit « Hassan, maintenant tu restes un moment et puis tu vas faire ton concours d'agrégation. » Je lui ai dit « Merci beaucoup, cher maître. En Afrique, c'est en Afrique francophone, on a un cadre qu'on appelle le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui évalue les enseignants-chercheurs une fois recrutés. Et ils organisent le concours d'agrégation des CAMES. Je préfère aller me faire évaluer par le CAMES. Je préfère me faire évaluer par le CAMES, parce qu'on a un cadre. Surtout que le CAMES, les concours, les agrégations passées à l'extérieur, quand il ne les reconnaît pas,
si vous avez ce concours, il faut introduire un dossier hein, pour être reconnu par le CAMES. Alors que vous passez directement le concours, vous êtes automatiquement reconnu. Donc, bon, pour revenir, j'ai fait le concours d'agrégation en 2000. Le concours d'agrégation en 2000. Et ce n'est pas pour me vanter. Je suis le premier Nigérien agrégé du CAMES en médecine à l'université Abdou Moumouni de Niamey, disons au Niger, en 2000. Je suis le premier agrégé. Je ne peux pas le dire, mais bon, c'est comme ça. Donc après l'agrégation, il faut attendre 2 ans, 3 ans pour soumettre encore un dossier pour être professeur titulaire. Donc j'ai été titularisé en 2007. Donc vous voyez, la titularisation, ça prend du temps. Ce n'est que 7 ans après l'agrégation que je me suis titularisé. Donc durant ce parcours, j'ai participé à des jurys, à des jurys d'examen des dossiers, comme le conseil, le comité consultatif interuniversitaire. Dans le CTS, qu'on appelle le comité technique spécialisé, dans le CTS de médecine. J'ai été plusieurs fois membre là-bas pour l'examen des dossiers. Donc, après la titularisation, j'ai été sollicité plusieurs fois pour être membre du jury du concours d'agrégation. Parce que ne peut être membre du concours d'agrégation que les professeurs titulaires. Après l'agrégation, vous êtes maître de conférence agrégé, vous ne pouvez pas siéger dans le jury du concours d'agrégation. Il faut être titulaire. C'est en 2008 que j'ai été sollicité pour siéger dans le concours, dans les jurys du concours d'agrégation. J'étais membre du jury. Après, 3 ans, 4 ans après, j'ai été même nommé président de section. Président de section, il y a la section des sciences fondamentales, donc j'ai été nommé président de section du concours d'agrégation de médecine du CAMES. Voilà. Je crois que j'ai participé au moins 6 séances de concours d'agrégation. Au moins 6 séances de concours d'agrégation. Et maintenant, je crois le dernier concours d'agrégation, le CAMES a jugé nécessaire que les enseignants qui ont participé au moins 3 fois n'ont qu'à se reposer pour quand même laisser les jeunes aussi évoluer. Donc c'est comme ça que le dernier concours, j'ai juste accompagné les candidats. Ouais, après 6 fois, j'ai dit, bon, vraiment, ils ont raison. Il faut aussi, les jeunes qui sont titularisés, il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer dans les... Voilà, donc voilà à peu près pour ce qui est du CAMES. Et entre autres, pendant plusieurs années, j'ai été le représentant du CAMES au Niger. Du CAMES au Niger. Le point focal. Voilà, merci. Le point focal CAMES au Niger. Donc, les enseignants préparaient leurs dossiers, on les collecte, je les transporte par voie terrestre jusqu'à Ouagadougou, où il y a le siège du CAMES, c'est là où donc, les dossiers sont reçus et voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant pour ça. Vous êtes aussi le directeur du laboratoire de recherche d'anatomie. Et vous avez encadré plusieurs thèses dans votre domaine de compétences. Oui, donc en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai eu à diriger des thèses qui concernent un peu l'anatomie pathologique. J'ai eu à diriger des thèses. Et j'ai eu également à présider beaucoup de soutenances de thèse à l'université. Et il y a certainement parmi ceux que vous avez
encadrés, sont recrutés, sont devenus des anciens chercheurs. Voilà. Il y en a ceux que j'ai encadrés, disons que j'ai enseigné depuis mon recrutement à la faculté. Il y en a qui sont devenus des professeurs titulaires même. Il y en a qui sont devenus des spécialistes. Ceux que j'ai encadrés, ils sont devenus des spécialistes dans tel ou tel domaine de la médecine. Actuellement, j'ai 2 assistants en anatomie pathologique. En anatomie pathologique. Ils ont été recrutés, je crois, il y a 2 ans. Parce qu'on a ouvert le diplôme d'études de spécialité en anatomie et cytologie pathologique. Voilà, ils sont en 3e année. Donc la première promotion va sortir en 2024-2025. 2024-2025. Voilà, ce que je peux souligner, c'est que depuis le départ du coopérant, donc il y a eu en charge du laboratoire. J'étais le chef de laboratoire. Je travaillais dur comme un fou, il faut le dire. J'étais le seul pathologiste du Niger pendant plusieurs années. Imaginez un peu, tous les prélèvements de ce pays viennent ici. Ils viennent au laboratoire. J'étais seul. J'étais seul. Pendant près de 30-35 ans, je travaillais seul, sans assistant. Vous voyez, sans assistant. Ce n'est qu'il y a 2 ou 3 ans, on a pu me recruter 2 assistants, ce qui m'a beaucoup soulagé. Beaucoup soulagé. Souvent, c'est des étudiants que j'avais enseignés. Ils sont partis se spécialiser, ils sont venus, donc on continue à travailler ensemble. Donc, vraiment, donc je me repose un peu. Donc, je leur ai laissé l'enseignement. Après 40 ans d'enseignement, je pense quand même que c'est... Voilà. Et quel conseil donnerez-vous à ces jeunes? Bon. D'abord, ces jeunes qui sont avec moi ou qui sont en train de faire la médecine. Les assistants, voilà. Et les étudiants aussi qui sont en train de faire la médecine. Bon, c'est que de temps en temps, quand je viens à la fac, je garde mon véhicule, il y en a qui viennent me prendre les sacs. Alors je profite pour leur demander, vous êtes étudiant en médecine? Ils me disent oui. Je dis, mais vous avez choisi de faire médecin pourquoi? Ils disent vraiment, voilà. Je dis, bon, moi ce que je vous dis, c'est que quand on est médecin, on choisit, quand on veut réussir dans un métier, il faut l'aimer d'abord. Il faut l'aimer. Vous savez, j'ai dit, le médecin, dans la médecine, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et je profite pour leur dire, ceux qui sont venus en médecine parce qu'ils pensent que la médecine a l'argent, s'ils sont encore en 2e, 3e, ils ont le temps de changer pour aller faire des études dans les banques, etc. Là où il y a beaucoup d'argent. Alors ils profitent de dire, professeur, nous on a vu que il y a souvent, quand on va à l'hôpital, on voit les gens qui sont malades. Alors on a envie de faire quelque chose pour eux. Et c'est ça qui nous a... Ils disent que quand on est médecin, on peut apporter un réconfort à ces malades. Et puis ils disent, parce qu'ils ont constaté, ça c'est ceux qui sont en 7e, ils disent qu'il y a souvent des gens qui viennent, ils sont entre la mort et la vie. Quand tu interviens, tu les sauves, la façon ils te remercient, en fait tu as une satisfaction morale que l'argent ne donne pas. Et dit vraiment, si c'est sur cette base que vous avez choisi d'être médecin, vous allez réussir. Pour ce qui est de mes assistants, je leur ai dit, vous êtes assistants. Donc, quand on est assistant, ce n'est que le début. Il faut publier. Il faut publier pour avancer dans les grades universitaires. Parce que quand on est assistant, je parle sous votre contrôle, vous le savez, vous êtes directeur de recherche. Donc, pour pouvoir gravir les échelons du CAMES, il faut publier, il faut travailler, il faut faire des recherches. D'assistant, vous devenez maître assistant. Ce n'est pas fini. De maître assistant, il faut encore travailler
vous passez le concours d'agrégation du CAMES. C'est pour les disciplines où c'est organisé. Vous êtes maître de conférence. Ce n'est pas fini. Il faut aller publier encore pour être professeur titulaire. Et dit c'est la carrière. Et ça, là, ça peut vous prendre 20 ans, 30 ans, 35 ans. Il ne faut pas se fatiguer. Vous avez un objectif. Il faut voir un objectif. J'ai dit, vous prenez par exemple les Ivoiriens qui disent, après la titularisation, entre leur tête et le ciel, il n'y a que le bon Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne. J'ai dit, vous allez être comme ça. Donc c'est vraiment le travail qui paye. Dans tous les domaines, pas seulement la médecine. C'est le travail qui paye. Avec le travail que vous avez, vous pouvez avoir le fruit de votre travail, ça vous permet de vivre vraiment aisément. Voilà. Merci beaucoup. Et sur le plan administratif, vous êtes président du conseil d'administration du Centre national de lutte contre le cancer et également du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES de Niamey. Voilà, donc le Centre national de lutte contre le cancer, et disons ce centre-là, il faut faire un peu la genèse. On avait commencé à faire ça, à construire ça, à initier ça, quand j'étais en 2000, c'était en 2010 pendant la transition, quand j'étais ministre. Donc je peux dire que je suis un des artisans de la création de ce centre. Donc ce centre a pris, donc a fonctionné. J'ai été nommé le PCA, le PCA de ce centre pendant quelques années. Puis après, j'ai laissé la place, disons. Tout récemment, j'ai eu l'honneur d'être proposé et nommé à le ministre de la Santé publique comme président du CERMES, le Centre de recherche sanitaire et médicale, le CERMES. Voilà. Donc là, actuellement, je suis le PCA de ce centre. Okay, merci beaucoup, professeur émérite. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre professeur émérite Nour Hassan, enseignant-chercheur au département d'anatomie et cytologie pathologique à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine interview dans les greniers des savoirs. Merci. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Voilà.